De la gouvernance de l'entreprise et plus spécifiquement comment ça marche. Alors, ceci est un bref aperçu de ma présentation ce soir. Alors, je vais traiter d'abord du problème d'agence dans la société anonyme. Je vais traiter aussi des mécanismes de gouvernance d'entreprise qui essaient de résoudre ce problème d'agence. Alors, on distingue particulièrement deux types de mécanismes, les mécanismes internes à l'entreprise et les mécanismes externes à l'entreprise. Puis si j'ai le temps, je vais parler un petit peu de culture, de religion, dans le rôle de la culture, de la religion dans la finance, de la responsabilité sociale de l'entreprise aussi, puis faire une différence entre les pays anglo-saxons et francophones en ce qui a trait à la régie d'entreprise ou la gouvernance d'entreprise. Alors, d'abord, je vais parler du problème d'agence dans le cadre d'une société anonyme. Juste pour mettre les choses en contexte, il y a principalement trois formes juridiques que l'entreprise peut prendre. Il y a l'entreprise individuelle, la forme la plus simple, plus facile à créer, où il y a un seul propriétaire. Elle est fiscalement et juridiquement confondue avec son propriétaire. Et son problème principal, c'est qu'elle a un accès relativement limité au capital. Il y a ensuite la société de personnes, alors très similaire à l'entreprise individuelle, sauf que ici on parle de plusieurs propriétaires. Grâce à ce nombre un petit peu plus élevé de propriétaires, l'accès au capital est nettement meilleur que dans le cas d'une entreprise individuelle. Et ça n'empêche que l'accès au capital reste toujours limité. Et ensuite, il y a la société anonyme, celle qui nous intéresse ce soir. Alors, c'est une société qui est juridiquement et fiscalement distincte de ses propriétaires. Et il peut y avoir des dizaines, des centaines, des milliers, voire même des millions d'actionnaires qui participent au capital de la société anonyme. Et ces milliers, voire millions d'actionnaires ne voudraient certainement pas être impliqués dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Ça relèverait de l'impossible. C'est pour cette raison qu'ils délèguent cette tâche-là à des managers, à des dirigeants d'entreprise ou des PDG. Je vais les appeler managers ce soir. Donc, ces managers vont s'occuper de la gestion quotidienne de l'entreprise. Maintenant, c'est le problème de la société anonyme. C'est que le manager, en tant qu'agent des actionnaires, a probablement d'autres objectifs en tête que la maximisation du prix de l'action. Les propriétaires, les actionnaires voudraient maximiser, voudraient voir que le prix de l'action augmente, ce que le manager, en agent de ces actionnaires-là, n'est pas nécessairement intéressé par la maximisation du prix de l'action. Il peut avoir d'autres idées en tête, il peut se la couler douce en bon partisan du moindre effort. Il peut consommer des avantages liés à sa position, les transports en jet privé, une position sociale qui lui permet de rencontrer des gens importants, etc. Il peut aussi vouloir augmenter la taille de l'entreprise au-delà de la taille optimale, juste pour le prestige, bien évidemment, de régner sur un empire. Donc c'est un ensemble de conflits d'intérêts entre le manager, donc l'agent des actionnaires, et les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, et les mécanismes de la gouvernance d'entreprise dont je vais vous entretenir ce soir. Ce sont les outils qui permettent de résoudre ce problème d'agence, ce conflit d'intérêts entre manager et propriétaire. D'accord. Alors,
les mécanismes de gouvernance, on distingue deux types de mécanismes de gouvernance d'entreprise. Les mécanismes internes à l'entreprise, alors on parle ici de rémunération des managers, du conseil d'administration et de l'activisme des actionnaires. Et il y a en même temps des mécanismes externes à l'entreprise, à savoir les prises de contrôle, les banques d'affaires, les analystes financiers, les agences de notation, les auditeurs externes et le gouvernement. Alors, je vais traiter de chaque mécanisme de gouvernance d'entreprise, puis en même temps aussi parler un petit peu des limites de chaque, bien évidemment, mécanisme. Alors, d'abord, la rémunération des managers. Alors, il y a principalement 4 composantes dans la rémunération d'un manager. Il y a le salaire fixe, donc qui ne change presque pas d'une année à une autre. Il y a un bonus qui est généralement proportionnel à la performance comptable de l'entreprise. Alors, c'est généralement le bénéfice net donc de l'entreprise qui détermine le bonus. Il y a les stocks options et les actions, donc dont la valeur est proportionnelle au prix futur de l'action. Et finalement, les avantages en nature. Alors, ça peut être l'utilisation d'une maison, d'un jet privé, la voiture, etc. Alors, maintenant, pour pouvoir motiver les managers, donc paresseux, qui n'ont pas nécessairement en tête l'idée de maximiser le prix de l'action, on voudrait parfois leur donner des motivations pour maximiser ce prix de l'action. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est de leur donner des stocks options et des actions, donc dont la valeur est bien évidemment proportionnelle au prix futur de l'action. Donc le manager se trouve dans une situation où il voudrait maximiser le prix, bien évidemment, de l'action. Maintenant, c'est beau jusqu'ici, sauf qu'on a découvert à travers le temps que ces stock options et ces actions peuvent donner des motivations, si je peux dire, perverses au manager. Dans le sens où le manager voudrait parfois doper artificiellement le prix de l'action, pour présenter son entreprise comme une entité très profitable. Le prix de l'action augmenterait. Et dans ce cas-ci, le manager vendrait ses actions et exercerait ses stock options pour pouvoir réaliser, bien évidemment, des bénéfices importants, bien évidemment, aux dépens des autres actionnaires. Alors, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le cadre d'une compagnie que vous connaissez probablement tous, c'est la compagnie Xerox. Alors, ici, vous avez l'évolution du prix de l'action de janvier 90 à janvier 2002. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant cette période-ci, de 97 à 2001, on avait réalisé que les managers de Xerox avaient maquillé donc, les états financiers de l'entreprise pour la présenter comme une entité très profitable. Ceci a eu comme impact, bien évidemment, une hausse, vous voyez, du prix de l'action, surtout durant cette période-là. Les investisseurs avaient cru que c'était une entreprise très profitable. Le prix a sauté, bien évidemment, vers les $60. Donc, il était à $20 au début de janvier 97. Et là, les dirigeants de Xerox avaient commencé à se débarrasser de leur portefeuille d'actions et de stock options. Ils avaient réalisé des gains très très importants entre 98 et 99, bien évidemment, et ceci, bien évidemment, c'est au dépens des actionnaires. Mais ce qui est important, c'est que les stock options et les actions avaient donné des motivations, bien évidemment, que les actionnaires, bien évidemment, n'attendaient pas. Les motivations à manipuler le prix de l'action, donc à présenter une information erronée pour pouvoir, bien évidemment, maximiser leur profit en bourse en exerçant ces stock options et ces actions. Le second mécanisme
de gouvernance interne, c'est le conseil d'administration. Alors, c'est le conseil qui devrait représenter les actionnaires. Alors, quel est le rôle joué par le conseil d'administration? Alors, le conseil recrute, évalue et licencie les managers au besoin. Il vote sur les grandes décisions de l'entreprise, conseille les managers et s'assure que la situation financière, bien évidemment, de l'entreprise est correctement rapportée aux actionnaires. Maintenant, il y a eu 35 ou 40 années de recherche sur les conseils d'administration et il y a deux faits saillants qui émergent. Pour qu'un conseil d'administration puisse bien fonctionner, il faut principalement deux caractéristiques. Il faut qu'il soit de petite taille, donc composé d'un nombre relativement restreint d'administrateurs, et que la majorité des administrateurs soient indépendants des managers. Alors, l'indépendance est relativement facile à expliquer. Il faudrait que les administrateurs soient indépendants du manager pour qu'ils puissent bien évidemment le surveiller, au besoin le mettre à la porte si sa performance, bien évidemment, n'est pas à la hauteur. Ça, c'est relativement facile à expliquer. Maintenant, pour la taille, les chercheurs ont avancé certains arguments pour justifier la petite taille d'un conseil d'administration qui devrait bien fonctionner. D'abord, un conseil d'administration composé d'un grand nombre d'administrateurs, chaque administrateur va agir, si je peux dire, en passager clandestin, en bon anglais, en free rider, dans le sens où il va compter sur les autres pour faire le travail. Donc c'est l'effet d'un grand groupe, si vous voulez. L'autre aspect, c'est que lorsque le conseil d'administration est composé d'un grand nombre d'administrateurs, il est plus difficile d'atteindre un consensus. D'accord ? Donc les situations de blocage seraient très fréquentes. Et c'est dans ce sens-là que donc, les chercheurs proposent toujours un conseil d'administration de taille relativement restreinte. Et les résultats empiriques tendent à affirmer que c'est les deux caractéristiques les plus importantes d'un conseil d'administration effectif. Maintenant, ceci dit, il y a des problèmes avec les conseils d'administration. Il y a principalement trois problèmes. Le premier, c'est que la majorité des conseils d'administration sont présidés par les managers. D'accord ? Donc c'est le manager qui détermine l'agenda du conseil d'administration et détermine l'information qui est relayée, bien évidemment, aux administrateurs. Donc le jugement des administrateurs, donc même s'ils sont indépendants du manager, va être affecté, bien évidemment, par ce dernier. Il y a aussi plusieurs entreprises qui nomment des figurants à leur conseil d'administration. Donc c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'expertise, qui n'assistent pas vraiment aux réunions. Donc leur surveillance, leur évaluation, bien évidemment, des managers est douteuse. Et une autre tendance, du moins ce qu'on voit en Amérique du Nord récemment, c'est qu'on a tendance à voir des administrateurs surchargés, dans le sens où ils siègent sur plusieurs conseils d'administration. Alors, ce qui leur laisse, bien évidemment, moins de temps pour évaluer donc, chaque conseil d'administration sur lequel ils siègent. Donc, ça, c'est les problèmes, bien évidemment, qui sont associés avec le conseil d'administration. Un troisième mécanisme de gouvernance interne à l'entreprise, c'est l'activisme des actionnaires. Alors, quand la structure de l'actionnariat est diffuse, donc quand il y a un très grand nombre de petits actionnaires, donc chaque actionnaire, bien évidemment, n'a pas les motivations ni le poids nécessaire pour
pouvoir apostropher donc, les managers. Donc ça ne vaudrait pas la peine, étant donné la petite participation de chaque investisseur, chaque actionnaire individuel. Par contre, lorsqu'il y a un actionnaire plus important, là, ça devient plus facile pour cet actionnaire-là donc d'apostropher ou interpeller, bien évidemment, le manager. Et ces investisseurs importants dans les marchés financiers, ces investisseurs importants sont les investisseurs institutionnels. Alors, ce sont tous les fonds de pension, les fonds mutuels, les banques et autres compagnies d'assurance, bien évidemment, qui gèrent des milliards de dollars d'actifs et qui ont un poids, qui ont un poids imposant, bien évidemment, dans les marchés financiers et qui peuvent interpeller les managers. D'ailleurs, la recherche dans ce domaine-là montre que la présence d'investisseurs institutionnels dans le capital d'une entreprise est associée avec une augmentation de la valeur de cette entreprise-là. Signe que ces institutionnels-là jouent un rôle dans le système de gouvernance. J'ai une petite recherche à apparaître dans Financial Management dans quelques mois, dans laquelle j'ai distingué entre deux types d'investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels qui ont un horizon de placement à long terme et les investisseurs institutionnels qui ont des horizons de placement à court terme. Et j'ai trouvé un résultat que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce sont juste les investisseurs institutionnels ayant un horizon de placement à long terme qui jouaient un rôle dans la gouvernance de l'entreprise. Puisqu'ils sont là pour le long terme, ils ont plus d'opportunités donc d'interpeller les managers, donc de discuter des résultats de l'entreprise, de réclamer que des choses soient implantées au sein de l'entreprise. Les investisseurs institutionnels qui ont un horizon de placement à court terme sont plutôt intéressés par faire des profits relativement rapides à très court terme. Donc, ils n'ont vraiment pas le temps de parler avec ces managers-là, les interpeller, etc. Donc, un résultat relativement intéressant pour dire que tous les investisseurs institutionnels ne se valent pas. Il y a des différences, bien évidemment, entre ces institutionnels-là. Maintenant, je passe aux prises de contrôle. Alors ici, par prise de contrôle, je veux dire l'acquisition d'une entreprise par une autre. Alors, les prises de contrôle peuvent survenir pour plusieurs types de raisons. Les entreprises voudraient acquérir d'autres entreprises pour des fins stratégiques, pour réaliser des synergies opérationnelles ou financières, pour des fins de diversification. Mais celles qui nous intéressent du point de vue de la gouvernance d'entreprise sont les prises de contrôle, ce qu'on appelle les prises de contrôle hostiles. Alors, je m'explique. Quand un manager fait un mauvais travail, le prix de son action, le prix de l'action de son entreprise va décliner. D'accord ? Donc, si le prix décline, ça c'est une opportunité pour d'autres acquéreurs qui vont flairer la bonne affaire. Alors, flairer qu'il y a une entreprise sous-évaluée et qui peut être redressée simplement en remplaçant son manager actuel par un manager plus compétent. D'accord ? D'accord, la prise de contrôle ici est hostile par rapport au manager actuel qui ne fait pas un bon travail pour les actionnaires. D'accord ? Donc l'hostilité est dirigée vers le manager actuel. En général, ce qu'on observe sur ce genre de marché-là, c'est lorsque un manager est licencié, sa réputation prend un sérieux coup. Généralement, il ne va plus être embauché pour le même poste, pour un poste similaire, et ses revenus futurs ou ses salaires futurs, évidemment, ne seront jamais plus les mêmes. D'accord ? C'est dans ce sens-là que les prises de contrôle hostiles ont un caractère disciplinaire. Donc, ils disciplinent les managers. Les managers, s'ils anticipent qu'à un de ces jours,
pourraient être ciblés par une prise de contrôle hostile. Bon, pensez à deux fois avant de, bien évidemment, dilapider l'argent des actionnaires ou pensez, bien évidemment, à faire des choses contraires, bien évidemment, à la volonté de leurs actionnaires. Maintenant, les prises de contrôle hostiles peuvent jouer donc peuvent être un mécanisme de gouvernance très puissant. Sauf que les managers, en bons agents économiques rusés, ont inventé des parades aux prises de contrôle hostiles. Alors, une des parades les plus populaires, c'est ce qu'on appelle les pilules empoisonnées ou les dragées toxiques. Alors, ce sont des provisions qui sont incluses dans les statuts de l'entreprise et qui font qu'une fois une prise de contrôle est consommée, la cible devient moins attrayante, moins intéressante. Alors, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs entreprises qui incluent une provision qui fait qu'une fois que la prise de contrôle est consommée, la dette de la cible devient immédiatement payable. Alors ça fait quoi? Si je suis intéressé par acheter ou par acquérir une entreprise et qu'il y a cette pilule empoisonnée, je vais acquérir l'entreprise, mais une fois que l'acquisition est consommée, je vais être dans la situation où je vais payer un montant très important immédiatement après avoir fait l'acquisition. Donc, ce qui rend bien évidemment la transaction moins attrayante pour un acquéreur potentiel. Donc ça c'est un type de pilule empoisonnée donc, qui rend les prises de contrôle hostiles moins efficaces comme mesure disciplinaire des managers donc, qui ne font pas un bon travail. Il y a aussi une autre parade très populaire, celle-là aussi, c'est celle du parachute doré, hein, qui est une compensation de départ, si vous voulez. Lorsque un manager est licencié et mis à la porte, son contrat prévoit dans plusieurs situations un parachute doré. Donc c'est une compensation pour le manager, donc s'il est mis à la porte par un acquéreur potentiel. Alors, les parachutes dorés sont très populaires en France. Le très populaire Jean-Marie Messier, par exemple, en 2002, avait reçu 20 millions d'euros d'indemnité de départ, par exemple. Monsieur Bernard, Daniel Bernard de Carrefour, 38 millions. Monsieur Philippe Jaffray d'Elf, 19 millions. Alors, c'est une pratique courante pour les dirigeants d'entreprise de négocier ces parachutes dorés dans leur contrat d'emploi, bien évidemment, et qui font que les prises de contrôle hostiles n'ont plus leur caractère disciplinaire. Parce que même si ces dirigeants-là sont mis à la porte, ils vont toucher un montant substantiel donc en termes d'indemnité de départ. Maintenant, les banques d'affaires, un autre mécanisme de gouvernance externe. Alors, les banques d'affaires interviennent lorsque les entreprises ont besoin de lever des fonds sur les marchés financiers. Donc, lever des fonds sur les marchés financiers, c'est un processus très complexe. Donc, les entreprises vont avoir recours aux banques d'affaires pour les aider, bien évidemment, dans ce processus-là. Les banques d'affaires vont les conseiller sur le type de titres à émettre, alors que ce soit des obligations ou des actions, combien de titres à émettre et à quel prix. Outre le conseil, les banques d'affaires aident les entreprises à respecter toute la procédure réglementaire, incluant
la préparation d'un prospectus pour les investisseurs, bien évidemment, les aide aussi à commercialiser les titres auprès des investisseurs. Les banques d'affaires jouent un rôle dans un système de gouvernance. Pourquoi? Parce que, d'abord, ils disséminent l'information aux investisseurs, l'information dont une grande partie se retrouve dans le prospectus. Et les banques d'affaires jouent un rôle très important dans la préparation de ce prospectus-là, de un. De deux, c'est que les banques d'affaires font un vrai travail de filtrage en amont, en ne laissant passer, bien évidemment, que les entreprises qui ont le potentiel de réaliser des rendements futurs intéressants. Les entreprises douteuses, généralement, ne passent pas par ce processus. D'accord ? Elles vont être déclinées ou rejetées par les banques d'affaires. Donc, c'est, dans un sens, les banques d'affaires jouent le rôle des gardiens du temple, donc en assurant la qualité, bien évidemment, des entreprises qui sont proposées aux investisseurs. Cependant, il y a des périodes où les banques d'affaires n'avaient pas joué ce rôle-là, d'assureur de qualité ou de gardien du temple. Pendant la bulle financière qui a duré de la moitié des années 90 jusqu'au début des années 2000, ces banques d'affaires ont contribué à introduire en bourse, si vous vous rappelez bien, les fameuses start-up, ces compagnies, ces petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de la technologie, qui ultérieurement se sont avérées de très mauvais investissements. Donc, dans ce cas précis, lorsqu'il y avait la bulle financière, les banques d'affaires n'avaient pas joué le rôle bien évidemment, d'assurance de qualité des entreprises offertes aux investisseurs. Il y a d'autres situations aussi où les banques d'affaires avaient vendu, si je peux dire, leurs âmes au diable. JP Morgan et Citigroup avaient, par exemple, contribué à conseiller à Enron, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise-là, un géant américain du courtage en énergie, avait conseillé à Enron de créer des sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Ces sociétés écrans-là avaient servi donc, à des détournements de fonds, à de l'évasion fiscale. Donc, les banques, ces deux banques d'affaires-là, bien évidemment, avaient contribué bien évidemment, à tricher ou à l'expropriation des actionnaires. Donc, ce qui laisse un petit peu perplexe sur leur rôle donc, dans un système de régie d'entreprise. Autre mécanisme de gouvernance d'entreprise externe, ce sont les analystes financiers. Alors, ce sont des experts dans l'évaluation d'actions. Alors, les analystes financiers fournissent principalement deux types d'informations. Alors, ils fournissent des prévisions du bénéfice par action des entreprises, alors d'un horizon allant de 3 mois jusqu'à 5 ans. Donc, c'est les prévisions de bénéfice par action. Et ensuite, des recommandations d'investissement. Par exemple, ils peuvent recommander aux investisseurs d'acheter une action particulière, comme ils peuvent, bien évidemment, recommander de la vendre. Donc, ils émettent des recommandations d'investissement. Maintenant, les analystes financiers jouent le rôle d'un mécanisme de gouvernance d'entreprise, dans le sens où ils permettent d'évaluer les managers. Alors, un manager, par exemple, qui aura battu, par exemple, les prévisions des analystes financiers est un manager performant. Un manager qui
voit son action faire l'objet d'une recommandation de vente, est fort probablement un manager qui ne s'est pas très bien acquitté de sa tâche. D'accord ? Donc, c'est dans ce sens que les analystes financiers fournissent les outils nécessaires pour les actionnaires d'évaluer les managers, d'accord ? Et de les surveiller, bien évidemment. Et ultimement, de prendre les décisions nécessaires quant à leur reconduite ou leur licenciement, etc. Plus généralement, à leur évaluation. Maintenant, il y a des, comme tous les autres mécanismes de gouvernance, il y a des problèmes avec les analystes financiers, principalement parce qu'une majorité d'entre eux est employée par les banques d'affaires. Alors, les banques d'affaires se trouvent dans une situation où elles commercialisent des titres financiers et en même temps emploient des analystes qui émettent des recommandations sur ces mêmes titres-là. Alors ça fait que l'indépendance des analystes financiers, donc du moins ceux qui sont employés par les banques d'affaires, est fort probablement compromise. Parce qu'on observe les recherches qui ont été faites sur le sujet, trouvent unanimement que les analystes employés auprès des banques d'affaires émettent plus de recommandations d'achat que de recommandations de vente. Ce qui est relativement attendu, bien évidemment. Maintenant, les agences de notation, alors, c'est des évaluateurs des obligations, donc par rapport aux actions qui relèvent des analystes financiers. Maintenant, on parle d'agences de notation qui donnent des notes ou qui évaluent la dette, les obligations des entreprises. Alors, il y a principalement 5 agences. Les plus grandes, c'est Moody's, Standard & Poor's, Dominion, Fitch et le nouveau promu AM Best. Alors, les notes dépendent de la capacité de l'entreprise à repayer. Et bien évidemment, la note détermine les coûts de financement de l'entreprise. Alors, j'ai mis des exemples des échelles de notation de Moody's et Standard & Poor's. Alors, la note AAA, c'est la note maximum, la meilleure note. La note CCC est plus bas, bien évidemment, c'est la pire, qui va être associée, bien évidemment, à des coûts de financement exorbitants. Donc, comme les analystes financiers, les agences de notation nous permettent aux actionnaires d'évaluer les managers. Donc, si un manager voit donc, son entreprise dégradée, c'est fort probablement un manager donc, qui ne s'est pas très bien acquitté de sa tâche. Maintenant, il y a des problèmes aussi avec les agences de notation. D'abord parce que de plus en plus maintenant, elles jouent un double rôle, évaluateur d'entreprises et de leurs obligations. Maintenant, de plus en plus, des conseillers auprès de ces mêmes entreprises-là. Alors, ce qui met en doute, bien évidemment, leur indépendance. C'est de 1. De 2, les agences de notation avaient commis des erreurs monumentales. Juste avant les scandales financiers de 2000, 2001, 2002 aux États-Unis, vous avez émis de très bonnes notes pour des compagnies comme Enron ou WorldCom, qui ultérieurement, donc très peu de temps après, se sont avérées donc, des entreprises insolvables. Et donc ces entreprises-là recevaient des triple A, ce qui ne faisait pas beaucoup de sens, bien évidemment. Ensuite de ça, un autre mécanisme de gouvernance externe, c'est les auditeurs externes. Les états financiers, le bilan, l'état de résultat, probablement la source d'information la plus importante qui permet d'évaluer donc, le travail des managers. Donc c'est vraiment très important pour les actionnaires d'avoir accès à donc, des états financiers fiables.
Les lois dans plusieurs pays obligent les entreprises à recruter un auditeur externe pour que ce dernier certifie que donc les états financiers d'une entreprise sont conformes aux principes comptables et reflètent vraiment la situation, ou reflètent correctement la situation financière de l'entreprise. Maintenant, parmi les auditeurs externes, donc il y a toute une panoplie d'auditeurs externes, mais il y a ce qu'on appelle dans l'industrie le quatuor, le Big Four, composé de PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touch, Ernst & Young et KPMG. C'est les 4 plus prestigieux auditeurs externes. Et la recherche, jusqu'ici, avait proposé, donc les chercheurs avaient proposé que ce quatuor-là fournissait le meilleur travail ou la meilleure certification des états financiers, parce que ce quatuor-là essayait de maintenir son prestige et sa réputation dans les marchés financiers internationaux. Alors, dans ce contexte-là, j'ai une petite recherche, j'ai soumise à une revue savante. Donc, j'avais étudié donc, la relation entre la qualité de certification du quatuor en rapport avec le cadre juridique du pays dans lequel ce quatuor-là opérait. Et j'ai trouvé une relation très intéressante, c'est que le quatuor faisait un excellent travail de certification juste dans les pays où la punition juridique prévue pour une mauvaise certification était plus grande. Donc, plus la pénalité juridique était importante, plus le travail de certification du quatuor était meilleur. Dans les pays qui ne prévoyaient presque pas de pénalité juridique pour une mauvaise certification, le travail du quatuor était, du moins d'un point de vue statistique, était indiscernable du travail des autres auditeurs. Donc, dernier mécanisme de gouvernance d'entreprise, c'est le gouvernement. Alors, les gouvernements à travers le monde ont bien évidemment promulgué les fameuses lois des valeurs mobilières, donc, dont l'objectif est de protéger donc, les actionnaires contre les abus, l'abus des managers. Ils ont en même temps institué ce qu'on appelle la SEC, par exemple, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, l'autorité des marchés financiers ici en France, pour s'assurer que les entreprises respectent les lois des valeurs mobilières. Maintenant, c'est bien évidemment ces deux, l'autorité des marchés financiers ou la SEC, bien évidemment, c'est les policiers de la bourse. Donc, s'assure que les managers, bien évidemment, essayent de s'assurer que les managers n'abusent pas les actionnaires. Mais ces agences gouvernementales-là ont eu leur part de critiques. Par exemple, aux États-Unis, je prends le cas de la SEC. D'abord, la SEC, une des principales critiques de la SEC, c'est que elle ne peut pas poursuivre au pénal les entreprises délinquantes ni leurs dirigeants. Alors, ce qui leur ôte un petit peu le caractère de policier de la bourse, parce qu'un policier devrait pouvoir poursuivre au pénal, alors que la SEC ne pouvait que poursuivre au civil. Il y a aussi les coupures budgétaires. Donc à travers le temps, il y a eu des coupures budgétaires pour la SEC, ce qui fait qu'elle avait un nombre d'employés insuffisant pour pouvoir donc auditer tous les rapports annuels des entreprises américaines listées en bourse. Un employé de la SEC a récemment déclaré que
il y avait juste un rapport annuel sur 15 qui était vérifié par la SEC. Donc, ce qui est un ratio qui est relativement faible. J'ai une petite recherche aussi dans ce contexte. Je ne me suis pas intéressé à la SEC, mais je me suis intéressé à ce qu'on appelle aux États-Unis les Internal Revenue Services, c'est l'équivalent du fisc. Et donc l'importance du fisc pour la gouvernance d'entreprise. Alors j'étais motivé par une observation, c'est que la majorité des tentatives d'évasion fiscale, donc ces opérations opaques, étaient aussi associées avec des tentatives de détournement de fonds et d'expropriation des actionnaires. D'accord. Donc je me disais que si le fisc faisait un bon travail pour prévenir ces tentatives d'évasion fiscale, il préviendrait par là même les tentatives d'expropriation des actionnaires. Et c'est exactement ce que j'avais trouvé. J'ai trouvé que lorsque le fisc faisait un meilleur travail de surveillance, donc mesuré par le nombre d'audits qu'il faisait aux États-Unis, donc lorsque le fisc faisait un meilleur travail, les coûts de financement des entreprises baissaient dramatiquement. Et cet effet-là était prononcé dans les entreprises qui avaient des mécanismes de gouvernance qui laissaient à désirer. Donc c'est en quelque sorte le fisc se substituait aux mécanismes de gouvernance interne, bien évidemment, pour prévenir les abus des managers. Donc ça met fin au mécanisme. Donc j'ai revu presque tous les mécanismes internes et externes de gouvernance d'entreprise. Je vais essayer de vous parler de ce qui se fait de nouveau en recherche maintenant. On est à la recherche d'autres mécanismes de gouvernance. Et un de mes intérêts de recherche se situe au niveau de la culture en général et de la religion en particulier et de leur interaction avec les marchés financiers. Alors, une petite étude que j'ai réalisée récemment qui est à apparaître dans le Journal of Business Ethics s'intéresse à la relation entre la religion aux États-Unis et les coûts de financement des entreprises. Alors, ce que j'avais trouvé, c'est que les entreprises qui étaient localisées dans les comtés où le niveau de religiosité était élevé, alors, je mesure le niveau de religiosité par le nombre d'églises dans le comté, donc les entreprises qui étaient localisées dans les comtés où le niveau de religiosité était élevé bénéficiaient en quelque sorte de coûts de financement relativement faibles. Donc, il paraissait que les marchés financiers adoraient ce genre d'entreprise-là. D'accord ? Ce qui est conforme avec l'idée que la religion, en quelque sorte, aux États-Unis, est un des moteurs de l'éthique, donc du respect des actionnaires minoritaires. Autre fait intéressant, c'est que j'avais trouvé que cet effet-là était concentré chez les protestants traditionnels par opposition aux évangélistes. Alors ceux qui avaient lu par exemple Max Weber se rappelleraient probablement de l'éthique de travail, bien évidemment, des protestants traditionnels. Donc un résultat intéressant qui laisse suggérer que la religion peut jouer un rôle donc, dans un système de gouvernance d'entreprise. Très rapidement aussi, l'article pour lequel j'avais remporté le prix, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc j'ai parlé des mécanismes de régie de gouvernance d'entreprise donc comme étant des outils donc, qui résoudraient le problème d'agence entre les actionnaires et les managers. Mais jusqu'ici, j'avais ignoré les autres parties prenantes à l'entreprise, alors les employés, la communauté, l'environnement, les consommateurs, les fournisseurs, etc. Qu'en est-il
de ces autres parties prenantes-là? Qu'en est-il de la responsabilité sociale? Qu'en est-il de la responsabilité de l'entreprise envers ces différentes parties prenantes? D'accord? Dans cet article-là, j'avais trouvé, bien évidemment, que les entreprises qui avaient de meilleures pratiques envers les employés et envers l'environnement jouissaient d'un coût de financement relativement faible. Donc le marché aimait bien donc, ce genre d'entreprise-là. Et en même temps, le marché, j'ai trouvé que le marché répugnait d'autres types d'entreprises qui étaient relativement controversées, du moins aux États-Unis, celles donc, opérant dans le secteur du tabac et dans le nucléaire, donc qui avaient des coûts de financement plus élevés, donc le marché répugnait un petit peu ces entreprises-là. Dernier acétate, j'ai parlé des mécanismes de gouvernance d'entreprise avec l'idée implicite que la structure de propriété était diffuse. C'est du moins le contexte anglo-saxon. Dans le contexte anglo-saxon, quand on veut résoudre les problèmes d'agence entre managers et actionnaires, on a recours aussi bien aux mécanismes internes qu'aux mécanismes externes. Maintenant, la donne est différente dans les pays francophones, par exemple la France, ou même européens, donc tous les pays européens à part l'Angleterre. Dans ces pays-là, la structure de propriété est relativement concentrée, dans le sens où on a tendance à observer un actionnaire majoritaire. Et le type de conflit d'intérêts est vraiment différent en France qu'aux États-Unis. En France, par exemple, le conflit d'intérêts, le problème d'agence, il se situe entre l'actionnaire majoritaire et les actionnaires minoritaires. Maintenant, ça change la donne. Pourquoi? Parce que les mécanismes internes, rappelez-vous par exemple le mécanisme interne, un des mécanismes internes c'était la rémunération des dirigeants. Un autre mécanisme interne c'était le conseil d'administration. Alors maintenant, quand vous avez un actionnaire majoritaire, cet actionnaire majoritaire-là va fort probablement avoir une majorité sur le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration ne peut plus jouer un rôle dans un système de gouvernance. Si l'actionnaire majoritaire contrôle le conseil d'administration, il va aussi contrôler les pratiques donc, de rémunération. D'accord? Donc, qui vont certainement pas être indépendantes. D'accord? Donc, tout ça laisse suggérer que en France et dans les pays européens, les mécanismes internes, bien évidemment, ne fonctionnent pas aussi bien qu'aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans les autres pays anglo-saxons. On met plus l'accent sur les mécanismes externes qui sont plus pertinents donc, pour résoudre ce problème d'agence entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires. Et ça met fin à ma présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé les délais prévus.